Donald Trump évite l'humiliation de justesse. Il est arrivé au G7 d'Évian avec un protocole d'accord de paix avec l'Iran. We've done a great job, and hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. 60 jours de délicates négociations vont désormais commencer sur l'avenir du programme nucléaire de l'Iran. Mais pour Washington, la menace iranienne est d'ores et déjà éradiquée. L'Iran n'aura jamais l'arme atomique. Si les Iraniens tentent de relancer leur programme nucléaire, ils n'auront jamais les ressources pour le faire. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran disposait avant le début des frappes israélo-américaines du 28 février de plus de 440 kilos d'uranium enrichi. Ces stocks ont-ils été détruits par des raids aériens, comme l'a déclaré l'administration Trump, ou sont-ils bien cachés, comme l'assure CNN? Ces dernières semaines, l'Iran a sérieusement renforcé ses efforts pour dissimuler ces caches d'uranium enrichi en détruisant délibérément l'accès à des tunnels avec des explosifs. L'Iran rejette toute accusation d'enrichissement d'uranium à des fins militaires. Le régime des Mollahs dit désormais attendre la mise en œuvre de l'accord de paix sous la supervision des instances internationales. Il est prévu d'obtenir un accord final, soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. De quoi laisser songeur Barack Obama. L'ancien président américain avait signé en 2015 un accord sur le contrôle du nucléaire iranien avant que Donald Trump ne le torpille. Retour à la case départ. It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place. Alors, à quel accord les négociateurs peuvent-ils aboutir dans 60 jours? Quelles sont les réelles intentions de Téhéran? La menace nucléaire est-elle vraiment écartée? Nos trois invités, Maneli Mirkan, bonsoir. Vous êtes franco-iranienne, experte en relations internationales, spécialiste de l'Iran. Vous avez cofondé l'association Dorna qui vise à accompagner la transition démocratique de l'Iran. Et sur le dossier du nucléaire, vous jugez que les Iraniens gardent leur capacité d'enrichissement d'uranium à portée de main, même dilué à 20%. On expliquera tous les détails techniques tout à l'heure. Cet uranium pourra permettre aux Iraniens de développer la bombe atomique, la bombe nucléaire, en quelques mois. À côté de vous, Emmanuelle Galichet, bonsoir. Bonsoir. Enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM, le Centre national des arts et métiers. Selon vous, le programme nucléaire iranien n'a pas été anéanti, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. En revanche, il faudrait 10 ans et des milliards de dollars pour reconstruire les installations nucléaires. Et à côté de vous, Bernard Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Orient 21. Vous estimez qu'avec ce protocole d'accord, les États-Unis et l'Iran posent le principe d'une coexistence pacifique, relativement pacifique, ce qui est un événement considérable, même si le plus dur commence maintenant, notamment autour du nucléaire. Et on démarre, Benjamin, avec la carte du jour pour comprendre où sont les installations. Exactement, c'est celle des principaux sites nucléaires iraniens dont certains ont été bombardés par les Américains et les Israéliens lors de l'offensive de juin 2025, c'était il y a pile un an. Trump affirmait alors que le programme nucléaire de Téhéran était, je le cite, anéanti. Emmanuelle Galichet, qu'en est-il réellement? Est-ce que la bombe atomique est toujours à portée de main de l'Iran ou non? Alors, il y a deux questions dans votre question. En fait, les installations qui sont indispensables pour faire une arme atomique ont été bien endommagées, ça c'est sûr. Par contre, ils gardent évidemment la connaissance, ça c'est absolument fondamental. Les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens et techniciennes. C'est un pays extrêmement scientifique avec énormément d'universités, de centres de formation. Et donc, ils sont capables encore d'avoir l'arme atomique. Un petit peu plus tard, on l'a dit justement dans votre introduction, pas demain, mais après-demain, oui. Maneli Mirkan, qu'est-ce qu'on peut penser de ce que disent les Iraniens? Tout ça est d'une grande opacité, non? On ne sait pas exactement où est cet uranium. Est-ce qu'il y a exact 440 kilos ou pas? On ne le sait pas réellement, en fait. Effectivement. Alors, si vous permettez, pour comprendre l'opacité, il faut remonter dans l'histoire de ce programme nucléaire qui a été, au départ, banni par Khomeini, qui le jugeait anti-islamique, d'avoir l'énergie nucléaire même. Le fondateur de la République islamique. Effectivement. Et qui, après la guerre Iran-Irak,
sous l'influence des gardiens de la Révolution d'ailleurs, a décidé qu'il lui fallait la dissuasion nucléaire, donc l'arme atomique. Et jusqu'à ce que la communauté internationale ne s'y intéresse, ce programme n'a été que militaire. Donc, une fois que la communauté internationale a pris connaissance que l'Iran cherchait à se doter de l'arme atomique, la République islamique, c'est là, en fait, que le jeu de rendre ce programme opaque et de lui construire une façade civile a démarré. Donc, l'opacité a fait partie intégrante, en fait, de la stratégie de la République islamique depuis le début sur sa gestion du dossier nucléaire, et on comprend bien que ça pose des difficultés sur le plan international. Bernard Rocade, est-ce qu'on sait où ils sont, ces 440 kilos? Une partie est dédiée au nucléaire civil. Il y a une centrale nucléaire pour faire de l'électricité ou pas en Iran? Absolument. La centrale de Bouchir, votre cas est un peu erroné, parce qu'à Bouchir, c'est une centrale électrique banale, de nucléaire, tout à fait faite par les Russes, commencée par les Allemands, complétée par les Russes. Et l'uranium enrichi, les déchets, d'ailleurs, sont récupérés par l'URSS. Bouchir nucléaire pour le civil. Absolument. Donc le civil existe, et les Iraniens ont effectivement, depuis fort longtemps, une industrie nucléaire civile tout à fait développée. Et il faut bien se rappeler aussi qu'à l'époque du Shah, la bifurcation possible, avant 1979, la bifurcation civile-militaire était envisagée. C'est-à-dire, le programme à l'époque, c'est-à-dire on fait du civil, avec Bouchir, on fait de l'électricité, et puis on travaille, et puis un beau jour, qu'est-ce que l'on fait? On continue le civil-civil, ou on va à une branche militaire une fois qu'on a des ingénieurs formés, qu'on a tout ce qu'il faut. Et le programme qui était en filigrane à l'époque du Shah est arrivé avec Khomeini, et en 82, effectivement, a décidé, on prend la filière militaire aussi, et ça aboutit en 2003 au fait que le poteau rose a été découvert. On a dit, vous avez vraiment un programme qui n'est pas tout à fait civil, et le système a continué. Mais les deux systèmes sont en parallèle. Mais Emmanuel Galichet, mais en fait, oui, vous vouliez réagir? Je voulais juste dire que pour Boucher, effectivement, les Iraniens n'ont pas besoin d'enrichir de l'uranium pour cette centrale-là, puisque c'est évidemment les Russes qui apportent le combustible et qu'ils le rapportent chez eux, sous la vérification d'ailleurs de l'AIEA. Et il faut bien dire que l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle s'est rendue, même après le mois de juin, sur cette centrale. De juin 2025. 2025, exactement. Et qu'est-ce qu'elle a constaté alors? Pas de problématique. Boucher est tout à fait exploité normalement par une force, on dira, mi-russe, mi-iranienne, sans aucune problématique. Les stocks d'uranium, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question. Sur les 440 kilos d'uranium enrichi. Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. Vous non plus, vous non plus alors, comme Donald Trump. Par là qu'il est normal que ce stock de guerre illégal et quelque part caché, ça a été bombardé dans les entrées des tunnels, fait qu'il y a des tonnes de gravats dessus pour les récupérer. C'est un élément politiquement important. Ensuite, techniquement, où ils sont, c'est secondaire, parce que les Iraniens le savent. Et le jour où, effectivement, un accord viendra et l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra être sur place, et ils devront sortir leur uranium ou ne pas le sortir. C'est une question politique, mais pas technique. Alors moi, je pense que sur l'endroit, ça a quand même son importance par rapport à l'aspect de l'opacité qu'ils veulent garder. Vous savez, sous le JCPOA, donc les accords nucléaires sous 2015, signé par Barack Obama. Effectivement. C'est toujours cette opacité qui posait encore des problèmes, parce que le JCPOA était basé sur du déclaratif du régime. Et on savait au même moment qu'il y avait des sites clandestins dont on n'avait pas connaissance, donc on ne savait pas où ils étaient. Et tant que l'opacité ne s'enlève pas, qu'il n'y a pas véritablement de transparence sur ces stocks, mais aussi sur les capacités d'enrichissement qui restent. Aujourd'hui, vous l'avez montré dans ce rapport de CNN qui dit, alors encore une fois, c'est des informations peut-être non vérifiées, mais qui dit que les Iraniens ont bouché l'accès. L'accès à ces C'est vrai ou de la propagande iranienne? Alors, pour moi, la véracité de l'information n'est pas aussi importante que pourquoi elle sort maintenant, cette information. Au moment où on doit donner du temps au régime iranien pour résoudre, comme si on voulait dire qu'il n'y a pas de risque que pendant ces 2 mois, ils développent quelque chose ou qu'ils sortent du traité de non-prolifération, parce qu'ils n'y auront pas accès, pas plus que les observateurs internationaux ou l'AIEA. Mais alors, on parle, Bernard Rocade, d'un transfert
de cet iranien. En tous les cas, c'est ce que Donald Trump disait. Le moment venu, quand tout sera calme, nous irons récupérer la poussière nucléaire enfouie profondément grâce à nos magnifiques bombardiers. Tout cela paraît très simple. C'est un trésor de guerre. Il faut me dire quand même que les Iraniens ont respecté l'accord sur le nucléaire. En 2003, un accord a été trouvé. Les Iraniens ont été inspectés comme jamais aucun pays ne l'a été. Et donc de 2003 à 2015, ils étaient sous le contrôle de l'AIEA et totalement contrôlés. Ensuite, en 2015, l'accord est signé. Jusqu'en 2018, ils ont respecté l'accord. C'est à un moment où Trump déchire l'accord que les Iraniens disent « Vous déchirez l'accord, ben nous aussi je le déchire et j'enrichis et j'aboutis à ces 500 kilos ». Donc aujourd'hui, c'est un trésor de guerre pour l'Iran, c'est évident. Votre voisine n'a pas l'air d'accord. Non, à moitié. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le TNP, donc le traité de non-prolifération nucléaire, et il y a un protocole additionnel. Et tous les pays qui ont signé ces deux traités et protocoles sont inspectés par l'AIEA de la même manière que l'Iran. Ne commençons pas à dire que l'Iran est la victime de la communauté internationale nucléaire. Moi, ça, c'était juste là-dessus que je... Donc, ils sont inspectés de manière tout à fait normale, banale, comme tous les... Ils coopèrent. Ils ont coopéré plus ou moins. Alors précisément, puisque vous évoquez le TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, on en parle avec Anna, est-ce qu'il est encore un texte de référence sur lequel tous les États peuvent s'appuyer? Alors, rien n'est moins sûr. Le mois dernier, les 191 pays signataires de ce TNP se sont réunis à l'ONU pour tenter de se mettre d'accord sur un texte quinquennal. Rappelons que l'Inde, Israël, le Soudan du Sud et le Pakistan n'ont jamais ratifié ce texte et que la Corée du Nord en est sortie en 2003. Toujours est-il qu'après un mois de discussion et 4 versions remaniées de ce texte, c'est un échec cuisant. Les États ont jeté l'éponge, incapables de se mettre d'accord sur le renouvellement de leurs engagements en faveur de la non-prolifération. Les États-Unis ont bloqué le texte, estimant qu'il n'était pas suffisamment contraignant pour l'Iran. Pourtant, la dernière version mentionnait bien, je cite, que Téhéran ne pourra jamais chercher à se doter de l'arme nucléaire, la développer ou l'acquérir. Et puis l'autre point qui a cristallisé les tensions, c'est l'urgence du désarmement dans un contexte de course à l'arme nucléaire et alors que la Russie et les États-Unis envisagent de reprendre les essais nucléaires. Seth Sheldon, qui est le prix Nobel de la paix de 2017, on va le voir, est membre de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN, a rappelé, je cite, qu'une poignée d'États et leurs alliés sapent le TNP. Il visait directement la France, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis. Le dernier rapport de l'ICAN qui a été publié la semaine dernière montre en effet que les pays qui détiennent l'arme atomique ont dépensé en 2025 119 milliards de dollars pour développer leur arsenal. C'est 19% de plus que par rapport à l'année dernière. Manel Mirkan, c'est la 3e fois que les États échouent à se mettre d'accord sur une nouvelle version de ce texte. Est-ce que ça veut dire qu'il est caduc ? Alors en tout cas, ça veut dire qu'on a un point tournant justement de l'histoire du monde sur la non-prolifération. Et c'est tout l'enjeu en fait du dossier iranien, il est là. C'est-à-dire que si on permet à l'Iran, à la République islamique, parce que pour moi c'est plus un problème politique qu'un problème technique d'arsenal nucléaire, si on permet à la République islamique de rester un état de seuil, après surtout cette guerre qui avait pour vocation de résoudre ce conflit autour du nucléaire, ça veut dire qu'on invite en fait tous les pays du monde à se doter d'armes atomiques et l'arme nucléaire perd sa fonction de dissuasion. En fait. Vous pensez notamment aux pays du Golfe. Et je pense particulièrement à l'Arabie Saoudite et effectivement aux pays du Golfe. Bernard Ourcade, ces stocks d'uranium, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les détruire, les diluer? C'est pas moi qui donnerai la réponse, mais il y a une solution. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé que la question du nucléaire n'était pas la priorité. Ils vont en discuter dans les 60 jours après. Donc, mais ils sont d'accord sur le fait qu'ils ne peuvent pas garder ces 400 kilos à 60%. Alors Trump dit « je veux les garder pour moi puisque c'est moi qui ai fait l'accord ». Les Iraniens disent « il n'est pas question de vous donner un cadeau comme cela, un trophée de guerre, donc on peut le diluer, on peut trouver des solutions techniques ». Mon voisine peut répondre sur les aspects techniques. C'est un enjeu symbolique important dans la négociation en cours qui porte sur 1000 questions parce que l'accord d'hier soir les deux pays ont décidé de voir tous les cadavres qu'il y avait dans les placards. Et il y a beaucoup de cadavres dans beaucoup de placards.
Donc, Iran et États-Unis ont 1000 questions à résoudre, dont la question du nucléaire est la plus symbolique parce que c'est le nucléaire et ce n'est pas rien. Et donc, ça peut être le symbole des difficultés, mais aussi de la solution. Si on trouve une solution sur le nucléaire, ce sera un modèle pour que les autres questions économiques, politiques ou autres trouvent une Sur le devenir de cet uranium, vous en parlez, Bernard Orcade. Écoutez la réponse cinglante de l'Iran sur son devenir par la voix de ce membre de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien. C'était il y a tout juste 2 jours. L'uranium ne quittera pas l'Iran et ne sera pas transféré. C'est une ligne rouge. La concession maximale que nous offrons est une dilution pour nos propres besoins. Par exemple, une dilution à 20% pour le réacteur de recherche de Téhéran en fonction de besoins nationaux. L'affirmation de Trump et de ses instruments de propagande selon laquelle il y aurait un transfert est sans fondement. Il ne sera transféré nulle part en dehors des frontières iraniennes. Emmanuel Galicia, la réponse est très claire. On en fait ce qu'on veut pour l'instant. Ah ben oui, parce que c'est leur matière. Oui. C'est comme si on enlevait à la France son uranium ou aux États-Unis ou son pétrole. Donc évidemment, c'est une matière qui leur appartient. Le problème, c'est qu'elle est à 60%. Il n'y aurait jamais eu de problème si évidemment elle était enrichie à 5%. Alors qu'est-ce que ça veut dire être enrichie à 60% Donc quand on a besoin d'utiliser de l'uranium pour faire de l'électricité, il suffit de l'enrichir en uranium 235 à 5%. Ça veut dire que vous avez que 5% dans votre matière d'uranium 235. C'est l'isotope U235. Exactement. Tout le reste, c'est de l'uranium 238. Quand vous voulez aller faire des applications médicales, vous utilisez plutôt des petits réacteurs de recherche. Et là, l'uranium est plutôt enrichi à 20%. D'accord ? Et donc, là, on a 20%. Donc, les applications civiles s'arrêtent à 20%. Au-delà, aujourd'hui, il n'y a aucune application civile qui utilise un enrichissement au-delà de 20%. Et pour une bombe, c'est 90%. Pour une bombe, il faut au moins 90%. On peut commencer un peu en dessous, mais ça fera une bombe qui n'explosera pas très bien, quoi. Mais on peut quand même faire un engin atomique explosif avec un enrichissement en dessous de 90%. En combien de temps ? Alors, ça tout dépend justement de là où vous partez. Si vous partez de l'uranium naturel... Là, ils auraient pu le faire en 10 jours, c'est ça, si on était resté à cette étape ? Oui. Il y a la matière... Il faut construire les ogives, il faut le lancement, il faut tout. Il fallait à peu près une dizaine de jours à partir de 60% pour aller vers 90% et donc avoir la matière capable de faire l'engin. Ensuite, il y a évidemment la métallisation, il y a la militarisation de l'engin, mais... Et ça, c'est très long ? Non, c'est pas très long. C'est-à-dire ? Ça dépend un petit peu de l'état où ils en étaient. Mais en quelques semaines, ça peut être fait. Oui, en quelques semaines, ils auraient pu l'avoir. Et un autre risque, alors tout dépend de est-ce qu'ils veulent le faire eux-mêmes ou l'acheter. Parce que la technologie de faire ce passage entre l'uranium à 90% et des têtes et ensuite les mettre sur des missiles peuvent être faits en collaboration. Donc avec la Corée du Nord ou avec la Russie, par exemple. Ce n'est plus l'industrie nucléaire, la maîtrise technique, etc. Ça peut être une technologie qui est rachetée. Et j'aimerais juste préciser une chose. Je pense que ce n'est pas tant où se trouvent ces stocks qui est important que le taux d'enrichissement. Cette demi-tonne. Les Iraniens, ils insistent pour les garder à 20%, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de réacteurs de recherche, ils n'auraient pas besoin d'autant de... Ils ont déjà surtout que ça fait une tonne de... Et surtout, ils ont tout leur combustible pour au moins une dizaine d'années déjà prêt. C'est ça, exactement. Donc, les fameux 450 kilos, 440 kilos, ça donnerait environ une tonne, il me semble, d'uranium enrichi à 20%, si on les dilue. Si vous les diluez. Donc, ils n'ont pas besoin d'autant. En revanche, ils veulent les garder à 20% parce que le chemin à faire entre 20 et 90 est beaucoup plus rapide que le chemin à faire entre 5% et 90. Je pense qu'ils ont pratiquement fait 80% du travail, en fait, quand ils l'ont à 20%. Donc, ils veulent rester au seuil, en fait, d'un État nucléaire. Pour être alarmiste, en quelque sorte, c'est pas mon habitude. Oui, mais, c'est vrai. Mais certains disent, avec la guerre qui vient de se passer, regardez, on a été attaqué. Si on avait une bombe atomique, on ne serait peut-être pas attaqué par Israël. Et donc, l'idée qui a été rejetée par tout le monde, y compris par le guide, il a fait une fatwa qu'on n'aura jamais de bombe atomique. Certains se disent, écoutez, soyons réalistes. Et donc l'hypothèse que même des nationalistes iraniens très modérés, pas du tout islamiques, pas révolutionnaires, disent, soyons sérieux, pour défendre la patrie, une bombe atomique, ça peut ne pas être inutile. Ce débat est relancé aujourd'hui à cause de la guerre qui vient de se passer. Et on va se reporter grâce à notre archive à 2015, un moment, une date, une année où l'Iran a signé avec les États-Unis, mais aussi avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, le fameux accord à Vienne, donc sur le nucléaire, un accord qui a été déchiré en 2018, 3 ans plus tard, par Donald Trump au cours de son premier mandat. Regardez.
Début d'après-midi à Washington, Donald Trump s'avance vers le pupitre de la Maison-Blanche. Le président américain confirme ce que la rumeur annonçait. D'ici très peu de temps, le premier soutien financier du terrorisme dans le monde sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse du monde. Aussi, j'annonce que les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. L'accord sur le nucléaire iranien a été signé à Vienne en juillet 2015, après 21 mois de négociations acharnées. Les pays signataires sont les États-Unis, l'Iran, la France et les autres membres du Conseil de sécurité. Téhéran s'engage à cesser de chercher la bombe atomique, en échange de la levée des sanctions économiques internationales, à condition que les sites nucléaires soient inspectés, ce qui a été le cas. Maneli Mirkan, Obama estime qu'un éventuel accord ne constituerait pas une avancée significative par rapport à 2015. Il a raison ou pas ? Moi, je ne pense pas, parce qu'on n'est plus dans les mêmes conditions. Parce qu'en 2015, politiquement, la République islamique n'était pas dans l'impasse où il est aujourd'hui. Dans sa forme actuelle, la République islamique est dans l'impasse, parce qu'il ne se résume pas au dossier nucléaire, là où en 2015, tout se résumait au dossier nucléaire. Il est étranglé économiquement aussi, par exemple. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect de programme balistique, il y a les proxys de la région. La région a beaucoup fondamentalement aussi changé. Et donc aujourd'hui, on ne regarde pas les choses de la même manière. Moi, je dis souvent, en 2003, G7 en France, à Évian, le dossier nucléaire iranien a apparu à ce moment-là. Mais ça se traitait comme un dossier. Aujourd'hui, je pense que le dossier nucléaire iranien n'est plus un dossier, c'est plutôt tout l'ensemble du régime iranien qui est sous le regard et quelle doctrine le monde choisit à avoir dans la prochaine décennie. Et je voulais juste rajouter quand même, en 2015, on a une industrie nucléaire en Iran qui est florissante, on a des experts et des universités qui sont encore vivants. Donc aujourd'hui, après les bombardements, on a tous les sites, à peu près une trentaine de sites liés au nucléaire qui ont été largement endommagés et plus d'une vingtaine de grands spécialistes qui ont été éliminés. Qui avaient une vision quand même aussi très globale de tout cela, qui ont été tués. Éliminés par les frappes. Donc on n'est pas du tout dans la même situation entre 2015 et aujourd'hui. Mais Bernard Rocade, pardon, mais jusque-là, le nucléaire paraissait essentiel, une arme très importante pour les Iraniens. Aujourd'hui, ils ont le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas découvert un levier beaucoup plus puissant que le nucléaire dans leurs relations géopolitiques et internationales. La fermeture d'Ormuz est prévue longtemps dans leur carton, et tout le monde a été surpris par l'efficacité internationale, effectivement, de cela. Aujourd'hui, avec un drone à 15 000 €, on peut bloquer les détroits d'Ormuz, pas la peine d'avoir du nucléaire qui pose des problèmes politiques gigantesques. Mais il y a aussi, sur le nucléaire, une question politique, c'est la fierté. Avoir une arme atomique, c'est pas l'arme qui est importante, c'est d'avoir la dignité ou les embêtements d'un pays qui a une capacité nucléaire. C'est politique. Et c'est le nationalisme iranien. Donc ils n'abandonneront pas le nucléaire, non pas pour faire une bombe éventuellement, mais pour dire j'ai le droit d'en faire une. Et ça, pour les Iraniens, ça compte. On peut espérer un accord ou pas ? Il y a 60 jours qui s'ouvrent là. Téhéran dit on ne veut que ça se fasse avec l'ONU. Est-ce que l'ONU peut intervenir ? Est-ce qu'elle ne l'avait pas fait à Vienne en 2015 ? Alors, en tout cas, les Iraniens demandent à ce que tout accord soit ratifié par le Conseil de sécurité de l'ONU et que ce soit au niveau international. Donc, ils veulent eux-mêmes sortir de ce bilatéralisme avec les Américains sur l'aspect nucléaire. Oui. Alors, oui, parce que de fait, l'Iran étant sous sanctions internationales, ils ont besoin de ramener ça au niveau, autour de la table, de ramener les Européens et l'ONU dans sa globalité. L'accepte, l'ONU. Oui, après, je pense que si un accord est acté, ce ne sera pas difficile. En revanche, pour arriver à cet accord dans les 60 jours, je pense que tout va dépendre en fait de l'évolution politique dans les prochains jours aussi. En Iran, au sein du régime, on sait que le tiraillement est très très important entre ceux qui ne veulent absolument pas de cet accord et ceux qui sont mandatés et ont choisi de rétablir cette relation. C'était absolument passionnant. Vous nous avez éclairé de manière incroyable sur le nucléaire iranien civil, mais surtout militaire. Merci à tous les trois.